Merci Pierre de nous avoir rejoints. Deux mots sur vous et je vous passe la parole. Donc, Pierre Larrouturou, vous le connaissez certainement, parlementaire européen. Il lance le débat de la semaine de 4 jours pour lutter contre le chômage. Il se battra ensuite pour renforcer les politiques sociales françaises et européennes, bien sûr. Vous êtes élu au Parlement européen en 2019 et vous vous battez pour le pacte vert européen financé à la hauteur des enjeux. Et écoutez, nous vous écoutons, nous vous passons la parole. Merci beaucoup. Merci à Bruno et à toute l'équipe qui a organisé ce séminaire. Je pensais être avec vous pendant toute la journée pour écouter, pour pouvoir vraiment dialoguer et écouter les autres intervenants et intervenantes. Et puis, je suis bloqué à Bruxelles. Je vous parle depuis mon bureau. C'est moins sympa, mais désolé. Et merci pour l'invitation. J'arrive après quelqu'un qui a sans doute déjà beaucoup parlé. J'espérais l'entendre et puis j'ai été trop pris ce matin. Voilà, donc mon sujet, c'est essentiellement la question du financement. Comment est-ce qu'on finance? C'était les dernières questions. Comment est-ce qu'on finance les politiques de rénovation? Quand même constater qu'il y a un problème, un très gros problème. En 2007, il y avait le Grenelle de l'environnement et il y avait un consensus, droite et gauche, pour dire qu'il fallait faire 400 000 vraies rénovations, des rénovations complètes chaque année. 400 000, tout le monde était d'accord, Jean-Louis Borloo était tout content. Et là, les dernières enquêtes qui sont sorties, c'est qu'en 2022, on est aux alentours sans doute de 13 000 rénovations complètes. Alors ce chiffre, bon, peut-être que les gens qui ont sorti ce chiffre se trompent un peu et peut-être que c'est 20 000. Mais de toute façon, on en est très, 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 très loin. Et donc, je pense qu'il y a évidemment donc, c'est totalement catastrophique que 15 ans après, ou 16 ans bientôt après le Grenelle, on en soit à ce très faible niveau. Et c'est vraiment catastrophique. Et je pense qu'il faut sans doute redire l'urgence climatique. Je passe mon temps, y compris ici au Parlement, on va bientôt faire une exposition sur l'urgence climatique pour que tous les députés, tous les personnes actives dans la bulle bruxelloise aient conscience de cette urgence et puis trouver des financements. Mais si les gens n'ont pas compris l'urgence, je pense que ça ne sert à rien d'arriver avec des solutions de financement. Du coup, peut-être que ceux et celles qui sont dans la salle sont déjà convaincus, mais avant d'être député européen, j'étais membre du Haut Conseil pour le climat. Voilà l'évolution des températures. Je vous enverrai le PowerPoint, évidemment, si ça peut vous servir pour faire bouger les lignes autour de vous. Voilà l'évolution des températures depuis 1880. Voilà, j'étais l'autre jour à la COP27, on a eu un débat au stand du Pakistan. Des millions de gens ont tout perdu. Il y a eu des millions de gens ont tout perdu. Il y a toujours eu des moussons, évidemment. On a tous appris qu'il y avait des moussons, mais d'habitude, il y a 3 ou 4 épisodes de moussons chaque année. Et là, il y avait 8 épisodes de moussons. Et c'est juste l'horreur. Le dérèglement climatique, c'est le nombre d'ouragans en catégorie 4 et 5 qui a beaucoup augmenté. Le nombre d'ouragans, globalement, n'a pas augmenté, mais c'est les ouragans très, très violents qui font des énormes dégâts qui augmentent. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ces ouragans de catégorie 4 et 5 augmentent. Et il n'y a aucun doute sur le fait que c'est lié au réchauffement climatique. Les feux de forêt, ça c'était à la une de Ouest France il y a l'été dernier. Ma grand-mère était bretonne et quand j'étais petit, en Bretagne, il pleuvait, sauf les jours où il y avait du crachin. Et là, il y a eu des feux de forêt catastrophiques, même en Bretagne, ce qui pose des énormes problèmes, des sécheresses. On est début avril et vous savez qu'il y a déjà des villes en France ou des villages qui sont alimentés par des citernes d'eau parce que les sources sont taries. Donc, c'est tout le cycle de l'eau qui se... Vous m'entendez correctement? Ça fait bizarre de parler devant son ordinateur. Donc, je vais vite sur ce constat, mais je pense qu'il est vraiment très important que chacune et chacun de nous le diffuse autour de lui. Je pense que notre pays, globalement, doit être capable d'une réaction beaucoup plus forte au dérèglement climatique et ça passe par un diagnostic partagé. J'ai très longtemps travaillé avec Michel Rocard, qui disait qu'il n'y a pas un diagnostic partagé, que ce soit sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, sur les retraites, sur les questions sociales, sur l'énergie. S'il n'y a pas d'abord un diagnostic partagé, ça ne sert à rien de mettre en avant des solutions, surtout si les solutions sont un peu radicales. La question du diagnostic partagé est absolument fondamentale. Donc, globalement, c'est tout le cycle de l'eau qui se dérègle. Il y a 6 ans, j'étais invité pour l'événement de rentrée des jeunes agriculteurs, ce qui montre que les choses évoluent. Et donc pas la Confédération paysanne, mais la branche jeune de la FNSEA, et qui disait, le grand chef qui lançait le débat, le sujet c'était que peut faire l'Europe face au dérèglement climatique. Et il disait, ce débat était inimaginable il y a 10 ans. Il y a 10 ans, presque tous les agriculteurs étaient climato-sceptiques. Claude Allègre était notre héros et les écolos nous cassaient les bottes. Mais il disait aujourd'hui, il n'y a plus aucun climato-sceptique. À cause des inondations, la récolte de blé a perdu 30% en 2016. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui étaient à Paris, c'était rigolo de voir la Seine qui débordait, mais pour les céréaliers, c'était beaucoup, beaucoup moins rigolo. Heureusement que l'Ukraine a fait une bonne récolte, sinon on aurait eu des tickets de rationnement. Si la même année, la France et la Belgique et l'Ukraine sont touchés et perdent 30% de récolte, on aurait un très gros problème. Et donc, ce paysan disait,
En 2016, on a perdu, à cause des inondations, à cause du trop plein d'eau, on a perdu 30% de la récolte de blé. Mais il disait, on était en 2019 ou en 2018, il disait, cette année, au contraire, avec les sécheresses, on a des copains qui vont tuer, des agriculteurs qui vont tuer une partie des vaches et des moutons parce qu'ils n'ont plus assez de foin. Et c'est dramatique parce que quand vous avez 2 étés de canicule de suite, il n'y a plus d'herbe au mois d'août et donc on commence à donner du foin, alors qu'en principe, on aurait dû le donner au mois d'octobre. Donc, je ne vais pas être trop long, mais si je suis tellement engagé sur le climat, c'est parce que j'ai été invité au Mali il y a quelques années et les jeunes climatologues que je voyais parlaient du sida climatique en disant si on ne fait rien, le dérèglement climatique va autant faire de millions de morts que le VIH, que le sida. Et ils disaient que la sécheresse qui est en ce moment au Sahel est la plus grave jamais vue depuis 1600 ans. Si on en revient aux aspects économiques, avant de parler des financements, comment on finance l'action pour le climat, une courbe que je montre tout le temps à mes collègues économistes, financiers dans la bulle européenne, c'est le coût de notre inaction. C'est une courbe qui vient des sociétés d'assurance. Quand il y a 3 millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau à cause des inondations, le salon est foutu, la cuisine est foutue, donc ils sont assurés. Et pour ne pas faire faillite, quand il y a des gros problèmes, les sociétés d'assurance sont elles-mêmes réassurées. Et donc, ça, c'est une courbe qui vient du numéro 2 mondial, Munich Réassurance. Et vous voyez que le nombre d'événements climatiques extrêmes qui ont des conséquences économiques et financières a déjà triplé. Donc, ce n'est pas le dérèglement climatique, ce n'est pas peut-être que oui, peut-être que non dans 50 ans, c'est déjà une réalité catastrophique. Et cette courbe, déjà impressionnante, quand même, le nombre d'événements climatiques a triplé, elle sous-estime les problèmes dans les pays du Sud, parce que quand il y a 1000 personnes qui meurent et des millions de gens qui ont tout perdu avec le cyclone Idai en Afrique australe, où aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des gens qui sont en train de mourir dans la pointe de l'Afrique, ces gens-là ne sont pas assurés. Et donc, même s'il y en a 1000 qui meurent et des millions qui ont tout perdu, ça n'apparaît même pas comme ils ne sont pas assurés. Les dossiers ne remontent pas chez Munich Réassurance. Donc, il n'y a aucun doute sur la gravité. Tout à l'heure, vous avez une conférence, je ne sais pas si on pourra l'écouter à distance ou la voir plus tard, d'une des meilleures spécialistes de la biodiversité. Donc, je ne suis pas du tout au niveau, mais le lien entre, elle vous en parlera, le lien entre dérèglement climatique et crise de la biodiversité est évident. Ce n'est pas la seule cause. Notre surconsommation de pesticides est évidemment une des causes fondamentales de la crise de la biodiversité, mais le manque d'eau. J'ai vu il y a 3 semaines une vidéo qui était assez déchirante, un forestier qui expliquait qu'à cause de la sécheresse de l'été dernier, des 3 canicules de l'été dernier, les mares d'habitude au printemps, il y a des batraciens, il y a des grenouilles, il y a des crapauds qui se reproduisent. Moi, c'était mon grand jeu avec mes cousins pendant les vacances de Pâques. Quand j'étais petit, on allait chercher les œufs de Pâques et chercher les têtards. On se faisait engueuler par les parents à chaque fois, mais on commençait à chaque fois des petites cultures de têtards. Et à l'époque, ce n'était pas grave, puisqu'il y avait des milliers de têtards dans la nature, dans les Pyrénées. Et là, ce forestier avait quasiment la larme à l'œil parce qu'il allait d'une mare à l'autre qui était complètement sèche. Les mares étaient complètement sèches, pas une goutte d'eau. Et donc, il n'y avait pas une goutte d'eau pour que les grenouilles, les batraciens se reproduisent. Et donc, vous avez une conférence là-dessus, mais il y a évidemment, c'est une des conséquences très graves du dérèglement climatique. Si on ne fait rien, on va vers des réchauffements à 3 ou 3,5 degrés de l'ensemble de la planète. En Afrique, ça va être absolument catastrophique. Je trouve que c'est, désolé d'enfoncer les portes ouvertes, peut-être que vous êtes tous convaincus, mais quand on voit ces tableaux, c'est la FAO qui dit que si le scénario le plus probable, même si on arrive à stopper le réchauffement à 2 degrés, ce qui pour le moment, on ne se donne pas les moyens de le faire, c'est des pertes de récolte de 40, 50, 60%. Sachant que la population, alors l'Afrique c'est immense, on pourrait passer la journée sur les différentes régions de l'Afrique, mais quand on sait que la population va doubler, si la récolte de céréales est divisée par 2, il n'y a pas besoin des prix Nobel pour comprendre le problème, on va vers des souffrances catastrophiques. Et la Banque mondiale nous dit qu'on aura 140 millions de réfugiés climatiques en 2050. Les gens auront le choix entre crever sur place ou essayer de survivre en bougeant, et en particulier en traversant la Méditerranée. Sur les 140 millions de réfugiés, il y en a 90 millions qui seraient des hommes et des femmes nés en Afrique et qui essaieraient de survivre en bougeant, et donc sans doute en venant en Europe. Ce n'est pas pour rien si Jean Jouzel et les copains du GIEC, les grands climatologues, ont eu le prix Nobel de la paix. Ils n'ont pas eu le prix Nobel de physique ou de chimie, alors qu'ils font de la physique et de la chimie, mais ils n'ont pas eu le prix Nobel de physique ou de chimie, ils ont le prix Nobel de la paix, parce que si on continue le blabla et si on continue les politiques à mettre des rustines, on va vers des conflits majeurs. Et de notre vivant, la plupart d'entre vous êtes plus jeunes que moi, mais même moi, j'espère être encore là dans 20 ans ou 30 ans, et je crains de voir des scènes de chaos et des scènes de guerre si on n'est pas capable d'agir. Avant, donc, ça c'était le diagnostic. Où est-ce qu'on en est? J'ai montré comment le Grenelle de l'environnement, il y avait un consensus en 2007 sur ce qu'il fallait faire, mais on est très très loin. Avant d'être député, j'étais donc membre du Haut Conseil pour le climat. Emmanuel Macron m'avait mis dans cette instance qu'il voulait pour aiguillonner le gouvernement.
on en reparlera sur est-ce qu'Emmanuel Macron a vraiment envie d'être aiguillonné, mais c'est un autre sujet. Enfin, non, c'est lié. Mais donc, la première chose qu'avait fait le Haut Conseil pour le climat, c'était faire le vrai bilan carbone de la France. Alors, vous voyez la courbe en vert si on veut se rassurer, et parce que chacun de nous et chacune de nous fait quand même des choses. Moi, je prends mon vélo pour arriver au Parlement, j'essaie de consommer moins de viande, la plupart des entreprises font quand même des choses, la plupart des collectivités font des choses. Donc, on peut se rassurer en disant, regardez la courbe verte, le bilan CO2 sur le territoire national a quand même baissé. Mais si on tient compte des produits qui viennent de Chine ou du reste du monde et qui sont faits avec une énergie très carbonée, vous voyez la courbe noire, c'est les chiffres officiels, hein, il n'y a aucun progrès. Pour être clair, globalement, ce n'est pas pour se flageller, c'est juste pour voir le besoin d'un changement radical. Et c'est ça qui m'énerve. Moi, j'ai fait 11 ans chez Accenture. Dans le secteur privé, on passe son temps à parler de re-engineering, de disruption. Quand j'étais chez Accenture, j'étais en conduite du changement. On expliquait qu'une entreprise a 4 ans pour se transformer et que sinon, elle va crever. On expliquait la Burning Platform et la stratégie pour se transformer complètement en 4 ans ou 5 ans. Et la plupart des entreprises se donnent les moyens de se transformer en 4 ou 5 ans. Et nous, au niveau de la société, on sait depuis très longtemps qu'on va vers une catastrophe climatique. On est quasiment incapable de se transformer vraiment. Certains se sont rassurés à bon compte, j'arrive aux questions de financement dans 2 minutes, mais certains sont rassurés en disant au moins avec le Covid-19, au moins il y a un côté positif, c'est que le CO2 qui vient de l'industrie et des camions a diminué. C'est vrai pour le CO2 qui vient de l'industrie et des camions, quand l'économie était à l'arrêt à cause du virus, le CO2 a diminué, les émissions de CO2 ont diminué, mais hélas, le monstre est en train d'échapper à ses créateurs. Et par exemple, le dérèglement climatique fait qu'il y a de plus en plus de feux de forêt et les feux de forêt font de plus en plus de CO2. Ça, c'est un graphique qui montre l'ensemble des surfaces qui ont cramé en Californie dans les plus grands feux de forêt depuis 1930. Et vous voyez que l'année 2020 à elle seule, les graphiques seraient sans doute pareil pour 2021, mais vous voyez qu'un tiers des surfaces qui ont cramé en 90 ans, un tiers, c'est pour l'année 2020. Et en Australie, il y a eu 400 morts, on n'en parle pas beaucoup, dans les feux de forêt en Australie. Il y a ceux et celles qui sont morts tout de suite, leur voiture est prise, en 1 minute, c'est l'horreur, mais c'est fini. Et puis il y a tous ceux et celles qui vont mourir après 15 jours à l'hôpital. Au total, 400 morts dans les feux de forêt en Australie. Et là aussi, le réchauffement climatique fait des feux de forêt. Les feux de forêt font du CO2, ce qui fait que même quand le CO2 qui vient de l'économie a diminué avec le Covid, l'ensemble du CO2 dans l'atmosphère, ça ne s'est pas du tout calmé. Vous savez qu'on mesure le CO2 depuis 1958 à Mauna Loa. Ce qui veut dire quand même que depuis 1958, les scientifiques américains et l'armée qui a aidé pour faire un observatoire à 3000 mètres d'altitude, pour être loin de toutes les sources de pollution industrielle. Donc, pour arriver à trouver les budgets pour faire un observatoire qui ait des hommes et des femmes qui se relaient tous les jours, toutes les semaines, pour faire des mesures à 3000 mètres d'altitude, c'est qu'on avait compris qu'il y avait quand même un truc à surveiller. Donc, depuis 1958, on a toutes les semaines, tous les mois, le CO2 dans l'atmosphère. Dans les années 60 et 70, il augmentait de 0,8 ppm partie par million, 0,8 chaque année. Et là, on est sur un rythme 3 fois plus important, 2,4 ppm. Aujourd'hui, le CO2, ce qui est la mesure principale, ce qui devrait être l'indicateur principal sur le climat, le CO2 dans l'atmosphère augmente aujourd'hui 3 fois plus vite, malgré tous les sommets, malgré les rapports du GIEC, malgré les centaines de scientifiques. Quand Valérie Masson-Delmotte ou Jean Jouzel me racontent leurs réunions, ils y passent des dizaines d'heures pour vérifier tout, pour formuler tout. Il y a chaque année presque des climatologues qui meurent quand ils vont faire des relevés scientifiques dans l'océan ou sur les calottes. Donc, il y a un énorme boulot des scientifiques. Il y a plein de gens qui s'agitent et qui parlent du climat. Mais globalement, aujourd'hui, le CO2 dans l'atmosphère augmente 3 fois plus vite que dans les années 60 et 70. Si on n'est pas capable de réagir, on nous a tous appris à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens, la branche la plus évoluée des primates, les sapiens sapiens, mais parfois on se demande si on est des sapiens sapiens ou des débilus débilus. On sait qu'on va vers une catastrophe, on le sait, on a des rapports de plus en plus précis chaque année, on a les ordinateurs les plus puissants qui confirment ce qu'on nous disait il y a 10 ans et c'est encore plus grave, plus c'est précis, plus c'est grave et on est incapable de réagir. Si on ne fait rien, on va dans les Météo France nous dit qu'on aura des canicules très souvent 45, 50, 54 degrés. Et le directeur de la recherche de Météo France me disait c'est des canicules aussi fortes tous les 2 ou 3 ans, ça va faire des dégâts. Le scénario principal pour l'Europe, si on continue à être sur le trend actuel, le blabla, mais aucun vrai changement, c'est 150 000 morts chaque année à cause des canicules en Europe. 150 000 morts chaque année à cause des canicules. Et ce n'est pas seulement les personnes très âgées à qui on dira de se mettre à l'abri. L'autre jour, c'est un homme de 40 ans qui est mort en Espagne. Il canicule, il traversait la rue, il était en bonne forme, mais en 1 minute, c'est fini pour lui et sa famille, il ne s'en remettra pas avant très longtemps.
Un petit peu de colère. J'ai lu l'autre jour un bouquin que je vous conseille, c'est Perdre la Terre. C'est un livre assez passionnant c'est un grand scientifique, un journaliste américain, c'est pas du tout un truc complotiste, qui montre comment il y avait un diagnostic très clair depuis 1979, qu'il y avait un rapport qui avait été remis au président des États-Unis à la Maison-Blanche en 79 par les meilleurs scientifiques américains, le chef scientifique de Johnson, le chef scientifique de Kennedy, qui avait remis un rapport à la Maison-Blanche en 79 qui était très clair, qui disait qu'il y avait un problème avec le CO2, qu'il fallait 20 ans, qu'on avait 20 ans. Ce n'était pas la panique, mais il y avait 20 ans pour sortir des énergies fossiles. Et puis Ronald Reagan arrive, 2 mois plus tard, Ronald Reagan est élu, et pendant 8 ans, c'est les lobbies du Texas et les lobbies du pétrole qui prennent le pouvoir. Puis de nouveau, en juin 88, un rapport de nouveau commandé par les plus hautes autorités qui est remis au Sénat, et c'est à la une des journaux en juin 88. Vous voyez, global warming, il n'y a aucun doute, mais tout le monde se dit, voilà, pas de panique, mais maintenant, il faut quand même agir. On a 20 ans pour sortir des énergies fossiles. J'ai découvert qu'en 92, à Bruxelles, il y avait 2 projets, mettre en place une écotaxe. Juste avant le sommet de Rio, le commissaire chargé du climat voulait mettre en place une écotaxe pour changer les comportements. Et puis un grand projet, je cherche dans le bazar de mon bureau, je ne vais pas le retrouver tout de suite, il y a trop de papier, mais un grand projet assez génial, 300 pages, sur aller vers une ville sans voiture. En 1991, en décembre 91, le commissaire européen chargé du climat propose d'aller vers une ville sans voiture en disant il faut investir dans les transports en commun, dans les pistes cyclables, avoir, quand on aura besoin de voitures, des voitures moins lourdes. C'était juste génial. Et puis, ce monsieur démissionne 6 mois plus tard parce que les lobbies du pétrole ont tout fait péter. Et on voit des scientifiques comme Christophe Bonneuil ou d'autres ont retrouvé le numéro 2 de Elf qui dit on a vraiment fait du bon boulot parce que les gens de chez Total étaient mieux organisés, mais grâce à notre action avec les gouvernements français, on a réussi à tuer l'idée d'une écotaxe. Et donc, effectivement, le projet d'écotaxe est sabordé, en particulier avec Dominique Strauss-Kahn. Autant, et c'est là qu'on voit comment les politiques, autant Michel Rocard, qui était Premier ministre, y compris, avait sabordé un traité signé par les Russes et les Chinois qui permettait l'exploitation des ressources minières. J'ai découvert ça, je trouve ça super intéressant, comment Michel Rocard s'était fait engueuler par les dirigeants américains, mais avait obtenu qu'on stoppe l'exploitation, le traité qui permettait l'exploitation des ressources minières sous le pôle Nord. Et 1 an plus tard, il avait obtenu au contraire un traité pour permettre la protection des pôles. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, Michel Rocard était ambassadeur des pôles. C'est parce que c'est lui, en 89, qui avait stoppé un projet d'exploitation des ressources et qui a obtenu au contraire qu'on protège les pôles. Mais donc, pendant 3 ans, Michel Rocard voulait, et même Mitterrand était OK pour dire qu'on venait de créer le GIEC. Il y avait le sentiment de le GIEC, les études de Claude Lorius et Jean Jouzel venaient de montrer de façon très, très claire le lien entre CO2 et réchauffement climatique. Même Ronald Reagan, des conservateurs comme Reagan et Thatcher, étaient d'accord pour créer le GIEC. Donc, il y avait l'idée qu'on fallait agir. Donc, mais tout d'un coup, il y a un changement. À Matignon, c'est plus Rocard, c'est Didier Cresson, c'est Dominique Strauss-Kahn, c'est l'industrie va sauver le monde. Et donc, ils ont tué le projet d'écotaxe et de ville sans voiture. Et le commissaire européen démissionne. Le commissaire européen, qui était pourtant la même famille politique que Strauss-Kahn, c'était un social-démocrate, c'est aussi ma famille. Mais le commissaire européen chargé du climat, à 2 semaines du sommet de Rio, il y a le grand sommet à Rio en juin 92, et il démissionne en disant c'est pas la peine de faire semblant. L'Europe n'a rien à proposer parce que le projet d'écotaxe et le projet de ville sans voiture ont été tués. Voilà. Et Elf et Total se réjouissent en disant qu'ils ont vraiment fait du super boulot. Donc maintenant, la question est de savoir comment on... Voilà, ça c'est l'évolution du CO2 depuis 1000 ans, l'évolution du CO2 depuis 800 000 ans. On a réussi à perdre... Il y avait des oscillations, évidemment, depuis... Vous savez, en regardant les carottes de glace, on trouve le CO2 qui était enfermé il y a 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans. Et des ingénieurs analysent ça très précisément. Donc, on est capable de retrouver l'évolution du CO2 depuis 800 000 ans. Il y a toujours eu des oscillations liées à la façon dont on tourne autour du Soleil, en particulier, mais jamais, 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 on n'était passé au-dessus de 280 ppm depuis 800 000 ans. Et là, en 50 ans, on a réussi à foutre en l'air. En 50 ans, on a réussi à foutre en l'air un équilibre qui oscillait correctement depuis 800 000 ans. Donc maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on est capable. L'ONU nous fait des rapports toutes les semaines avec ils ont un dictionnaire des synonymes pour trouver des mots qui font peur à chaque fois. Il y a un écart catastrophique. L'ONU nous dit qu'il y a un écart catastrophique entre ce qu'il faudrait faire et les engagements des États, sachant que déjà, aucun État ne satisfait ces engagements pris depuis la COP21. Donc maintenant, comment on agit? Je pense qu'il est temps de déclarer la guerre, de changer de braquet. Là, vous avez une photo de Roosevelt. Moi, je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New Deal de Roosevelt. Quand Roosevelt arrive, le pays était sinistré après la crise de 29 et il fait passer 15 réformes en 3 mois. Lui, alors qu'il est paralysé, ce monsieur remet son pays en mouvement, redonne du boulot à des millions de gens. Et quand c'est les Japonais qui bombardent à Pearl Harbor, il signe la déclaration
de guerre, et c'est une vraie métamorphose. En quelques mois, toute l'économie américaine se transforme. Les usines qui faisaient de l'agroalimentaire ou les usines qui faisaient des voitures, l'agroalimentaire continue, mais les usines qui faisaient des voitures vont être complètement transformées pour faire des tanks, pour faire des avions, pour gagner la guerre contre les Japonais et contre les nazis. On voit que les hommes blancs qui travaillent dans les usines se préparent pour aller faire la guerre, et du coup, des Noirs et des femmes rentrent dans les usines, et en 3 mois, on les a formés pour qu'ils soient aussi efficaces que les hommes blancs qui vont aller faire la guerre. Donc, c'est une métamorphose complète, parce qu'on veut. On a déclaré la guerre, on veut la gagner. Et là, je crois qu'il est temps de déclarer la guerre au dérèglement climatique. C'est la seule guerre qui ne fera aucun mort. C'est même la seule guerre qui va éviter des millions de morts. C'est la seule guerre qui peut rassembler les peuples. Parce que qu'on soit israélien ou palestinien, qu'on soit irakien ou syrien, la question de l'accès à l'eau est un sujet qui peut nous rassembler tous, la Chine et l'Europe et les États-Unis. S'il y a bien un sujet sur lequel on peut commencer à construire des vraies coopérations, ça ne veut pas dire nier tous les autres problèmes, mais s'il y a bien un sujet qui peut nous rassembler, c'est de gagner ensemble la guerre contre le dérèglement climatique. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc il faut qu'on trouve des sous. Là, Donc on sait, je pense on sait, en particulier en France, d'où vient le CO2. C'est d'abord les transports. On a une alimentation qui a fait des milliers de kilomètres. On a des voitures, on n'a pas assez de transports en commun. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de rénovation, mais donc c'est l'industrie. Donc l'habitat, c'est quand même une des 4 premières sources de CO2. Donc il est urgent d'agir là-dessus. Comment Certains ont peur, certains n'ont pas compris l'urgence, et d'autres se disent, mais putain, de toute façon, maintenant c'est trop tard, c'est trop énorme, on ne va jamais y arriver. Et avec Jean Jouzel, on aime à dire que déjà dans nos pays, on a réussi à faire réussir ce genre de chantier énorme. Quand Jules Ferry fait l'école pour tous, je ne sais pas si vous savez, mais au début, Jules Ferry pensait que ce n'était pas possible de mettre en place l'école pour tous. Beaucoup disaient c'est une idée généreuse, mais on a encore besoin des enfants dans les usines ou dans les fermes. Et il y a eu à l'époque une pétition, j'ai découvert ça récemment, c'est le peuple qui prend les choses en main, et les adultes disent on veut que nos gosses aillent à l'école, et on voit des carrioles qui remontent vers l'Assemblée avec 1 200 000 pétitions. 1 million, c'est comme ça que la Ligue de l'enseignement est née, c'est une pétition. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, pour récupérer 1 200 000 pétitions, ça veut dire que les gens étaient motivés, ils allaient voir leurs voisins. Est-ce que tu as signé la pétition pour demander à Jules Ferry de faire une loi? Et donc, on voit que ceux et celles, en un an, ils ont récupéré 1 200 000 pétitions. Jules Ferry fait la loi, et derrière, c'est un énorme chantier, c'est un énorme bazar, mais dans tous les villages de France, on fait l'école des garçons, l'école des filles, la maison des maîtres, on forme des milliers d'instituteurs. Bien sûr, c'est compliqué, bien sûr, on s'engueule parce que le maire et l'architecte et les ouvriers ne sont pas tous complètement d'accord, mais ce qu'on a retenu, c'est qu'en 20 ans, on a été capable de se transformer pour donner un bon niveau d'éducation à tous les garçons et toutes les filles de notre pays. Donc, est-ce qu'on est capable aussi, en 20 ans, de se transformer notre pays pour mettre en place des transports en commun, pour faire de la rénovation thermique, pour transformer notre agriculture? Un autre exemple que j'aime citer, c'est le discours de Kennedy, « We choose to go to the moon ». Quand Kennedy fait ce discours, certains pensent qu'il est frappadingue et qu'il a pris un coup de soleil, aller sur la Lune. Même Kennedy n'a aucune idée de tous les problèmes techniques qu'on va rencontrer, mais il a choisi, pour des raisons politiques, il fait un discours, nous avons décidé d'aller sur la Lune, et dès son discours, je l'ai relu l'été dernier, il dit qu'on va mettre le fric, ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du blabla, il va sortir le chéquier, les comptables sont fous furieux, ils multiplient par 15 le budget de la NASA. Là, je vais vous parler du financement de la rénovation, mais voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas aller sur la Lune, et donc Kennedy décide que c'est une priorité, il va multiplier par 15 le budget de la NASA, on va créer presque 400 000 emplois, et plus vite que prévu, on arrivera à aller sur la Lune, et tout le pays se retrouve dans la fierté de ce succès, et tout le monde profite des retombées technologiques. Donc, on a réussi l'école pour tous, on a réussi le « We choose to go to the moon ». Est-ce qu'on est capable de comprendre l'urgence climatique? Est-ce qu'on est capable d'y mettre les moyens? Les bonnes nouvelles, on commence les bonnes nouvelles. C'est que ça peut créer massivement des emplois. L'ADEME dit que si on met en place effectivement les propositions qu'on fait avec Jean Jouzel et avec d'autres pour financer la rénovation thermique, les transports en commun, les aides à l'agriculture pour changer leurs pratiques, les renouvelables, on peut créer 900 000 emplois. Accessoirement, ça fait 900 000 personnes qui gagnent leur vie, 900 000 personnes qui cotisent pour les caisses de retraite. Ce serait peut-être bien que si on veut équilibrer les retraites, il y a plusieurs façons de le faire. C'est un sujet qui va encore paralyser quelques villes aujourd'hui, mais créer des emplois en prenant au sérieux la question du climat est sans doute une des bonnes façons de sauver le système de retraite. Donc, la question du financement, elle se pose partout. Ça, c'est un rapport qui avait été remis à Angela Merkel. Rien que l'industrie allemande disait qu'elle lui fallait 50 milliards chaque année, 50 milliards pour réussir sa métamorphose. Et Angela Merkel disait, Gloops, s'il faut déjà 50 milliards rien qu'en Allemagne pour l'industrie, comment on fait? Aux Pays-Bas, il faut isoler 2 millions de maisons. On est dans notre sujet, la rénovation thermique d'ici 2030. Qui va payer? Et il faut aussi rehausser les digues parce que l'océan fait des vagues de plus en plus grosses, et les Pays-Bas se demandent comment on trouve du fric pour rénover les maisons
et pour protéger des océans, de la fureur des océans de temps en temps. Globalement, la Cour des comptes européenne, la Cour des comptes estime qu'il manque chaque année 1000 milliards, plus de 1100 milliards. Ce n'est pas un slogan. Quand, avec Jean Jouzel, on avait l'ancienne campagne, il faut 1000 milliards pour le climat. Ce n'est pas un chiffre perso, ce n'est pas un slogan, même si ça ressemble à un slogan et le chiffre est facile à retenir. Mais c'est les gens très, très sérieux de la Cour des comptes européenne qui disent si on veut rattraper le temps perdu, les lobbies nous ont fait perdre 30 ans, si on veut rattraper le temps perdu, si on veut gagner la bataille, il faut y mettre 1000 milliards privés et publics confondus. Je peux être donc, quelle solution? Il y a d'abord utiliser autrement l'argent des banques. Donc, quand on a lancé notre initiative avec Jean Jouzel, on disait il faut ces 1000 milliards. Certains nous disaient, mais ce n'est pas possible, on ne va jamais trouver de l'argent. Et on disait, en 2008, quand il y a eu la crise financière, on a mis 1000 milliards sur la table. La Banque centrale européenne a décidé de mettre 1000 milliards. Et en 3 jours, tous les problèmes juridiques ont été réglés. J'ai des copains qui travaillent au ministère des Finances, ils ont fait 3 nuits blanches. Ils et elles ont travaillé comme des fous. Mais tous les problèmes, les structures qu'il fallait créer pour respecter les traités européens, l'argent de la Banque centrale ne va pas directement dans les banques privées, mais la Banque centrale a créé 1000 milliards d'euros et en 3 jours, dans tous nos pays, en gros, en une semaine, on a réglé tous les problèmes techniques et juridiques. Donc nous, on a mis 1000 milliards pour sauver les banques et heureusement, il faut mettre 1000 milliards pour sauver le climat. Mais certains, en 2012, nous disaient, mais non, ce n'est pas possible, vous êtes des rêveurs, ce n'est pas possible. Et puis, on disait, on l'a fait une fois avec la crise financière, parce que sinon l'ensemble du système financier s'effondrait, mais jamais la Banque centrale ne voudra recommencer. Et puis, en 2014, à la une des journaux, il y a la Banque centrale qui annonce qu'elle va créer de nouveau 1000 milliards, non pas pour éviter un effondrement, mais pour nourrir la croissance, parce que, y compris en Allemagne, on est en train de retomber tout doucement en récession. Et donc, pour sauver la croissance, la Banque centrale annonce, à l'époque c'est Mario Draghi, avant Christine Lagarde, qui annonce qu'elle va créer 1000 milliards. Donc, on nous expliquait que ce n'était pas possible, mais la BCE le fait et les Allemands sont d'accord parce qu'y compris l'Allemagne est en train de retomber en récession. On espère que ces liquidités, autrefois quand j'étais petit, on appelait ça la planche à billets parce que c'était physiquement des planches qui faisaient des billets. Maintenant, c'est des ordinateurs qui créent de l'argent, mais ça revient au même. La masse monétaire augmente de façon considérable. Pierre, pouvez-vous conclure en 5 minutes maintenant? Oui, tout à fait. Désolé si je suis trop long. Donc, du coup, des solutions concrètes. Vous verrez le PowerPoint plus tranquillement si vous voulez. Il n'y a jamais autant d'argent sur les marchés financiers. Donc, on propose que l'argent de la Banque centrale, au lieu d'aller n'importe où et essentiellement au marché financier, aille vers une banque du climat qui serait chargée de faire des prêts à taux zéro. Le dernier intervenant disait quand on a des taux à 4%, c'est compliqué. Eh bien, nous, on voudrait qu'il y ait des taux à 0,0 et on montre comment, sans changer les traités européens, on pourrait avoir 300 milliards chaque année. Je reviendrai dans la page questions-réponses. On pourrait avoir 300 milliards chaque année de prêts à taux zéro pour la rénovation thermique et pour les transports en commun, ce qui est rentable à moyen terme. On peut mettre des taux à 0,0 sans changer les traités. Alors, après ça, il faut aussi des aides financières. Dans une vraie rénovation, c'est 30 000 ou 40 000 euros. Les prêts à taux zéro ne règlent pas tout. On ne va pas demander aux gens de s'endetter, même à taux zéro, pour 30 000 ou 40 000. Donc, il faut trouver des subsides, comme on dit à Belgique, des subventions, des choses qui ne seront pas remboursées. Et là, 2 solutions. Lutter contre le dumping fiscal européen. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 50% en Europe, on est tombé à 19%. Vous voyez sur ce graphique comment c'est quand même le monde à l'envers. En Europe, le taux moyen d'impôt sur les bénéfices est tombé à 19%, alors qu'aux États-Unis, jusqu'à Trump, il était à 38%. C'est quand même le monde à l'envers. Un pays libéral comme les États-Unis a un taux d'impôt sur les bénéfices 2 fois plus important. Donc, on propose un petit taux d'impôt européen sur les bénéfices des grandes entreprises, pas l'artisan ou la PME, qui ira pour financer un plan climat. Et il y a un consensus très large, les lobbies bloquent, mais la plupart, le monsieur qui est là est un homme du centre droit, ancien président du Conseil italien, qui disait que c'est la meilleure solution. Dernière solution pour trouver de l'argent, c'est la taxe sur la spéculation. C'est un rapport qui a été voté il y a 2 ans par le Parlement. J'étais rapporteur général du budget et co-responsable sur le financement du climat. Et on a listé toutes les ressources qui permettent de trouver de l'argent. On a entendu les gilets jaunes. Ce n'est pas ceux qui gagnent 1000 ou 2000 par mois. L'idée d'augmenter le prix de l'essence, ça marche intellectuellement, mais on voit bien qu'avec les gilets jaunes, s'il n'y a pas de transport en commun, il y a un petit problème de calendrier. Si vous augmentez le prix de l'essence alors qu'il n'y a pas encore de transport en commun, qu'il n'y a pas des voitures plus légères, qu'il n'y a pas de... Ben, les gens gueulent, et parce que ça peut se comprendre. Donc, le Parlement européen a cherché quelles sont les solutions pour trouver de l'argent pour le climat, pour subventionner la rénovation thermique. Et la solution la plus efficace,
Les autres, c'est sympa, c'est 3 milliards par an, 4 milliards, 5 milliards. La taxe carbone aux frontières, c'est très bien, mais c'est très peu de choses. La principale, c'est la taxe sur les transactions financières, la taxe Tobin, comme on l'appelait autrefois, qui donnerait 57 milliards. Le rapport voté par le Parlement en 2020 dit que malgré le Brexit, qui fait que la place de Londres n'est plus en Europe, on aurait 57 milliards chaque année. Et si vous avez 57 milliards, ça commence à faire du pain. Et il y a 2 mois, j'ai fait voter un nouveau rapport par le Parlement. Le 16 février, le Parlement européen demande que cette taxe sur la spéculation soit créée avant la fin juin 2023. Vous savez qu'il y a un grand sommet sur le climat le 22 et le 23 juin. Donc, le Parlement avait voté ce rapport il y a 2 ans. Et là, on se remet en mouvement et on demande que la taxe, dont on parle depuis très longtemps, elle est sur la table depuis 2011, qu'elle soit créée avant la fin du mois de juin, dans les 3 mois qui viennent. Et symboliquement, le même jour, la Bourse de Paris bat un nouveau record. Nous, on était à Strasbourg et on votait l'ensemble du Parlement. C'est mon groupe qui a déposé l'amendement, mais 80% des députés de droite et même 92% de la droite allemande, les amis de Merkel, 92% des députés ont dit oui, il faut créer cette taxe dans les 3 mois qui viennent. Et symboliquement, ce même jour, les marchés financiers étaient à un niveau jamais vu. Donc, il y a quelque chose d'obscène de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour la rénovation thermique, alors qu'il n'y a jamais autant d'argent sur les marchés financiers. Donc, l'idée après ça, et je m'arrêterai derrière, c'est de faire des trucs très simples pour la rénovation thermique en disant que on peut avoir des prêts à taux zéro, mais qu'entre les aides qui existaient déjà au niveau national et les aides européennes, on peut avoir au moins 50%, et je pense qu'il faudrait mettre encore plus généreux, 75%, qu'on ait des gens compétents pour faire les diagnostics, qu'on ait des gens compétents pour faire les travaux de rénovation, et qu'on sache que 50% ou peut-être mieux 75% sont pris, sont payés, vous n'aurez pas à le rembourser. Vous avez des prêts à taux zéro pour 25% de la facture, et le reste est financé comme ça. Et du coup, on peut rendre obligatoire, si on sait qu'on a des aides, des subventions qui ne seront pas remboursées, que c'est facile, que la règle ne va pas changer, on peut donner un cadre légal et dire que dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés. Si on a un cadre légal et des subventions massives, je pense qu'on peut accélérer très nettement la rénovation thermique. Je finirai juste en disant que cette position, c'est celle du Parlement européen dans son entier, mais aujourd'hui, il y a des lobbies qui bloquent. En fait, il n'y a que la France qui bloque. Il y a une coopération renforcée. Il n'y a pas besoin d'unanimité, mais il faut que les 4 grands soient d'accord. Et les seuls qui bloquent aujourd'hui, c'est la France. Donc, si vous voulez nous aider, j'ai vu Bruno Le Maire la semaine dernière, j'ai passé 1 heure avec des conseillers d'Emmanuel Macron il y a quelques temps. Donc, certains veulent faire bouger les choses en France, mais c'est bien si on est plus nombreux à se mobiliser. Vous pouvez, comme citoyen et citoyenne, aller sur le site taxonslasspéculation.com. Taxonslasspéculation.com, on voudrait, dans les 3 mois qui viennent, obtenir cette taxe sur la spéculation et ça nous donnerait des arguments pour le budget prochain, en septembre et en octobre prochain, pour dire on veut, dès le budget 2024, avoir plus d'argent pour la rénovation thermique. Merci beaucoup. Et désolé si j'étais trop long. Non, non, pas du tout. Merci Pierre pour cette présentation vraiment très, très, très large et puis pour votre engagement.